Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 100% Marché, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et boursière. Aujourd'hui, m'accompagne donc Gérard Ampeau. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour Gérard. Gérard, donc, responsable des programmes à l'École de la Bourse, et Laurent Albi. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour Laurent, président de l'AFAT. Au sommaire, aujourd'hui, le bilan de la semaine. Nous parlerons entre autres des États-Unis, des fameux Macron Bonds en Europe et du pétrole et du Brésil. Ensuite, nous parlerons des tops et des flops. Puis nous ferons une rubrique focus pour finir l'émission avec la rubrique à ne pas manquer. Nous commençons tout de suite avec la première rubrique. C'est la rubrique bilan de la semaine. Alors Gérard, Trump inquiète aux États-Unis. Oui, le risque politique que l'on croyait en Europe avoir chassé par la porte revient par la fenêtre aux États-Unis à travers deux soupçons qui concernent le président Trump. On le soupçonne dans un premier temps d'avoir transmis des informations sensibles à la Russie. Et si cela ne suffisait pas, on le soupçonne d'avoir demandé au FBI de cesser d'enquêter sur l'un de ses anciens conseillers. Et ça fait beaucoup de choses, et donc revient à la surface cette idée d'impeachment, le fait de déclarer que le président finalement est empêché d'exercer ses fonctions, à la suite alors, toute une série d'éléments qui peuvent effectivement être corrélés à des histoires de trahison, de transmission d'informations, de mensonges. On rappellera simplement ici que depuis 1789 seulement, à 3 reprises, la procédure d'impeachment a été déclenchée et que par exemple dans le cas de Nixon, elle n'a pas vraiment abouti puisque celui-ci a démissionné en 1974 avant que la procédure ne soit lancée. La procédure est très complexe. Il faut une majorité simple auprès de la Chambre des représentants, dont je rappelle ici qu'elle est à large majorité républicaine, et à la suite de quoi il y a une sorte de procès qui est procès contradictoire, qui est mis en place au niveau du Sénat. Et là, il faut la majorité des 2/3, ce qui est encore plus compliqué. Donc on n'en est pas là, mais en tout état de cause, les bourses ont plutôt chuté à la suite de la Trumpmania, en ayant été un petit peu effrayées par l'attitude ou les soupçons qui pèsent sur le président Trump. Et puis le dollar a décalé de manière assez sensible au cours de ces dernières semaines, ce dernier mois, 7 centimes, me disais-tu tout à l'heure. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez important. Et finalement, d'une certaine manière, après avoir adoré Trump, les marchés sont peut-être en train de commencer à le brûler. Merci Gérard. Donc, Laurent, tu as décidé du coup de nous parler de la paire de devises euro-dollar, de nous faire une analyse de cette paire de devises. Donc, effectivement. On t'écoute. Alors, l'euro-dollar, vous le savez, depuis plusieurs semaines, nous sommes à l'achat. Cette semaine, on remarque néanmoins une vraie différence de rythme, puisque vous le voyez, j'ai tracé un canal ascendant qui montre une progression positive donc d'appréciation de l'euro face au dollar. C'était assez lent. Et puis, on a maintenant un momentum qui se met en place, c'est-à-dire de la vitesse et un euro qui s'apprécie donc de plus en plus rapidement face au dollar américain. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc vous le voyez, on a maintenant depuis environ 8 jours une ascension en quasi-ligne droite. À noter qu'il n'y a eu qu'une seule séance, ou qu'une seule journée plutôt, à l'intérieur de laquelle on a eu des petites prises de bénéfices, mais tout de suite, on a un euro qui est reparti donc à la hausse. Par conséquent, on a potentiellement un trade, une idée d'achat sur l'euro-dollar, peut-être sur des niveaux un petit peu plus bas, parce qu'on est à très court terme un petit peu suracheté et que par conséquent on pourrait avoir de nouveau des prises de bénéfices qui rentrent sur le marché. Ça pourrait mettre un petit peu de pression vendeuse sur l'euro et par conséquent j'ai tracé en gris, vous voyez, ce niveau à partir duquel il serait potentiellement donc intéressant de revenir à l'achat
1,1160. C'est le niveau qui, si il était testé dans les 48 prochaines heures, serait un niveau intéressant. Alors, il ne faut pas que l'euro réintègre ce canal ascendant. Pourquoi? Parce qu'on prend de la vitesse et il faut que les acheteurs, par conséquent, continuent sur leur lancée. Il ne faut pas qu'il y ait de changement de consensus. Donc, on va dire que toute cette zone à 1,0880 et en dessous ne doit pas être réintégrée. On a une moyenne mobile, ici, vous voyez, à 20 périodes qui accompagne bien le mouvement, qui arbitre les creux. On a un MACD en bas qui repart en hausse, autrement dit, qui témoigne d'une nouvelle accélération de l'appréciation du prix. Autrement dit, on doit continuer de payer l'euro-dollar. Je ne vois pas d'obstacle important avant les 1,15. Pour le moment, aucune figure de retournement. Un marché qui prend de la vitesse. Donc, on continue de payer 7 euros face au dollar, comme la semaine dernière d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle je conseille un turbo infini Best Call de code VK01B. Un turbo infini Best Call de code VK01B, comme son nom l'indique. Le produit est sans échéance et la barrière désactivante est égale au prix d'exercice et se situe à 1,0717 $. Le produit a un effet de levier à 19,60 et pouvait être acheté ce matin à 50 centimes prix unitaire. On continue, Gérard, avec ces fameux Macron Bonds qui se sont apparemment arrachés sur le marché. Oui, on vient de lever l'hypothèque politique en France et peut-être en Europe. Et en tous les cas, on se souvient, on l'avait dit ici, que les investisseurs internationaux avaient cessé de s'intéresser et d'acheter et des actions et des obligations, en tous les cas, déjà depuis fin de l'année dernière. Et donc les flux avaient quelque peu disparu de nos marchés. Et là, à l'occasion d'une mise aux enchères par l'agence France Trésor d'une nouvelle obligation sur 30 ans, on voit qu'on allonge la maturité pour profiter de taux d'intérêt relativement bas. Sur les 4 milliards qui ont finalement été levés par l'agence France Trésor, il y a eu plus de 30 milliards qui sont positionnés dans le carnet d'ordre. On voit donc un retour d'appétit sur les obligations de l'État français une fois l'hypothèque du Frexit écartée. Alors ça, c'est une première chose. On rappellera simplement que tout ça se fait sur fond de printemps européen, de printemps économique, puisque tous les indicateurs avancés restent plutôt bien orientés. On attend de nouveaux PMI aujourd'hui. Et si la croissance économique a l'air d'être au rendez-vous en Europe, avec finalement 3 ans de croissance économique, un début de cycle économique peut-être un peu faible, mais en tous les cas qui en est à ses débuts, l'été devrait continuer à être peut-être favorable aux pays producteurs de pétrole. On a à nouveau la confirmation ou l'annonce d'un accord entre le PEP et la Russie pour essayer de continuer de mettre en musique cette volonté de réduire la production. Mais on sait quand même que la production de gaz et de pétrole non conventionnel américain a tendance à être relancée. Donc on ne sait pas combien de temps effectivement tout cela va durer. Et en tout état de cause, l'été va être chaud au Brésil, puisque là, on a un scandale politique qui menace directement le président brésilien et finalement a envoyé au tapis la bourse brésilienne la semaine dernière dans une séance où l'indice national a perdu près de 8%. Merci Gérard. Laurent, que nous disent les charts du coup sur le pétrole ? Alors, les charts sur le pétrole nous disent qu'on est toujours en présence d'un actif qui est dans une grande phase de consolidation latérale avec des swings importants sur support et résistance. Il y a 15 jours, nous avions sur ce plateau proposé un achat sur le pétrole. C'était bien vu. On a eu ce rebond qui est arrivé et qui a relancé donc une dynamique. Alors, soit on peut la qualifier de très court terme, soit de intraday. En tout cas, on est toujours à l'intérieur de ce trading range et ce mouvement continue.
La semaine dernière, j'avais un petit peu de mal à vous proposer des achats parce que ça avait bien progressé. Cette semaine, je reviens avec une idée d'achat, peut-être sur un horizon de temps un petit peu plus court. Je vais donc vous montrer un chart en intraday, en 4 heures, vous le voyez ici, pour effectivement accompagner, vous le voyez, ce mouvement qui est haussier sur le Brent, échéance juillet. Alors, on vient de faire, vous le voyez ici, un nouveau sommet. On peut maintenant s'attendre à un petit repli correctif. Ce repli pourrait s'achever sur la précédente zone de résistance, qui est, vous le voyez, ce petit trading range à l'intérieur duquel les prix ont oscillé avant de franchir par le haut ce niveau. Et donc, par conséquent, on peut revenir maintenant sur ce niveau de support à 52,45 $. On a deux moyennes mobiles courtes et plus longues qui viennent de croiser à la hausse. Autrement dit, on a une confirmation de cette tendance qui est en train donc de naître. Et si on avait effectivement un repli sur ce niveau à 52,45 $, alors il y aurait la possibilité d'envisager un achat avec un stop qui serait sous la borne basse de ce trading range. Autrement dit, pour que ce mouvement ne soit pas invalidé, il ne faut pas repasser sous ce niveau ici qui est à 51 $. Donc vous le voyez, c'est un horizon de temps raccourci qu'on regarde, qu'on examine ensemble aujourd'hui, et avec donc cette idée d'accompagner ce mouvement. Je préfère qualifier ce qui se passe sur le Brent de mouvement plutôt que de tendance, un mouvement ascensionnel, avec donc comme produit un turbo call infini de code VK11B. Donc le produit VK11B qui, comme son nom l'indique encore une fois, n'a pas de maturité, d'échéance. Cette fois-ci, la barrière désactivante n'est pas égale au prix d'exercice, ici appelé niveau de financement. La barrière se situe à 50,0282 $. Le produit a un effet de levier moins important que le produit précédent puisqu'il se situe à 9 et vous pouviez investir sur ce produit en l'achetant 52 centimes pièce ce matin. On a fini avec le bilan de la semaine, on enchaîne vers notre prochaine rubrique, c'est les tops et les flops. Alors Gérard, on commence avec ces titres qui ont performé la semaine dernière. Et on commence par un titre éminemment politique, EDF, qui est l'Himalaya industriel, sûrement le plus gros dossier industriel à traiter. On attend avec impatience de savoir quelle sera la stratégie de l'État actionnaire à ce sujet. On rappellera que la loi de transition énergétique prévoit de baisser la part du nucléaire dans le mix énergétique de 75 à 50% d'ici 2025. Simplement, si on fait une comparaison entre la loi énergétique, de transition énergétique entre la France et l'Allemagne, en Allemagne, c'est l'État qui décide et l'État qui indemnise. En France, c'est EDF qui décide et l'État qui indemnise. Donc, bonne chance à la nouvelle administration française pour négocier avec EDF. Soitec, eh bien, finalement, c'est tel le phénix, le retour d'une comète qui avait un petit peu disparu de nos écrans. Juge plutôt 11 € en juillet dernier, plus de 40 aujourd'hui. Donc la solution SOI, qui est une solution qui n'était pas tellement reconnue par les industriels du secteur des semi-conducteurs, est en train de percer enfin. Les comptes sont revenus au vert et donc la société revient au firmament. Eutelstat, on est dans les satellites et on est dans une sorte de surcapacité dans le secteur. On lance beaucoup de satellites pas chers qui peuvent rapporter gros, mais où effectivement il faut faire des efforts pour rester bien positionné. Zodiac, c'est l'éternel feuilleton du printemps et peut-être de l'été. Safran ira pas au mariage. TCI, qui est un fonds activiste, trouve que la mariée se fait trop belle et que le véritable cours, c'est la moitié du cours actuel. Donc on a une vraie interrogation sur le sujet. BIC a eu un accident américain, puisque finalement
le chiffre d'affaires a baissé de l'ordre de 9% aux États-Unis, ce qui est un petit peu étonnant, mais ce qui a secoué le cours violemment. Mais on sait, Laurent le sait parfaitement qu'on a toujours besoin d'un bon bic pour écrire ses mémoires ou pour tracer ses charts. Et puis pour se raser. Pour se raser, mais alors ça, venant de Laurent, c'est un peu plus compliqué. C'est pas un expert qui vous parle. Concernant Alstom, eh bien, on a là le bon élève de la classe qui, recentré sur les transports, après avoir vendu la partie énergie à General Electric, eh bien, présente plus de 10 milliards de chiffre d'affaires, donc un carnet de commandes qui déborde. Et puis, on se retrouve avec Alstom dans un secteur des transports qui est aussi, lui, en restructuration. On évoque les négociations qui seraient avancées entre Siemens et puis Bombardier, le spécialiste canadien du secteur. Alstom restera-t-il seul? La suite nous le dira. Merci Gérard. Je fais une petite parenthèse. Soitec, un titre qui a été analysé par Laurent lors du dernier webinaire qui a eu lieu jeudi dernier. En revanche, là, Laurent va nous faire l'analyse du titre BIC. Oui, Mathieu, BIC qui est dans une tendance qui est baissière. Vous allez le voir dans un instant à l'écran. Voilà, des sommets et des creux qui sont descendants. Deux moyennes mobiles qui se sont à un moment resserrées. Cela témoignait d'un ralentissement de la dépréciation. Et puis de nouveau, on a cet écartement. Ces deux moyennes mobiles qui sont toutes les deux quasi parallèles, orientées à la baisse sans aucune hésitation et qui montrent qu'il n'y a pour le moment sur BIC aucun facteur qui nous montre qu'il va y avoir un retournement potentiel durable sur la valeur, en tout cas à court terme. À noter que nous avons ouvert en gap baissier au début, enfin plutôt à la fin du mois d'avril, excusez-moi, que cette zone de gap est une zone potentielle de résistance, même s'il est très difficile de savoir exactement où est-ce que les cours s'arrêteront de progresser et où est-ce que les opérateurs se remettront à liquider leur position, c'est toujours très difficile. J'ai néanmoins tracé un premier niveau qui est à 110 €. On pourrait monter un petit peu plus à 112, mais en tout cas, on rentre clairement ici dans une zone où il va y avoir des dégagements qui devraient a priori rentrer sur le marché et refaire baisser la valeur. Alors, il peut y avoir néanmoins une tentative de stabilisation sur BIC, ce n'est pas du tout un scénario à exclure. Si c'était le cas, alors on pourra peut-être construire une figure sur ce précédent support à 98-95, peut-être un double bottom ou quelque chose d'autre. En tout cas, en cas de baisse, il faut viser au minimum 98-95 et si effectivement il n'y a pas de réaction de soutien de la part du marché, alors on pourra aller plus bas sur 95-30. En tout état de cause, on est en présence d'un marché, d'un actif qui pour le moment subit des dégagements importants, une tendance qui n'a pas commencé hier et qui ne donne pas pour le moment de signe de retournement. Pour toutes ces raisons, j'ai choisi un turbo put, vous l'avez compris, infini, de code SY68B. Donc le SY68B qui vous permettrait d'accompagner le titre, en fait, profiter d'une baisse du titre BIC avec une barrière désactivante qui se situe à 126,96 €. Un levier qui se situe à 4 et un prix auquel vous pouviez acheter le produit qui se situe à 2,68 lorsque le titre valait 108,39. Gérard, on enchaîne avec malheureusement les titres qui ont le moins bien performé cette semaine. Oui, alors les flops, d'abord SFR Group qui est victime d'une sortie de route ou de sortie d'indice puisque MSCI France, le sort, ce sera effectif le 31 mai, le sort de son indice, il sera remplacé par le laboratoire Ipsen. Donc généralement il y a des dégagements un peu techniques autour de ce genre d'entrée ou de sortie dans les indices. Sanofi, Lafarge et ST Microelectronics ont eu plutôt une belle carrière boursière ces derniers temps et peut-être sont-ils victimes de prise de bénéfices ou de difficultés, peut-être pour Sanofi liées à une classe de médicaments qui
qui est un antiépileptique qui n'aurait pas dû être prescrit aux femmes enceintes depuis déjà plusieurs années. Donc il y a une polémique là-dessus. L'affaire Jolsim sur fond de guerre franco-suisse pour le contrôle de la société, avec clairement les Suisses qui prennent le contrôle. Et on se souvient donc aussi de la polémique sur le fait que la société avait continué ses activités en Syrie, avait pour cela dû payer certains mouvements terroristes. Et puis il y a microélectronique qui lui aussi n'a pas démérité, mais qui, semble-t-il, est aussi un peu victime de prise de bénéfices. Merci Gérard. Laurent a décidé de nous parler de SFR Group. Effectivement, Mathieu, parce que le chart est intéressant. Il est structuré à la hausse, on va regarder ça ensemble dans un instant. Et même si c'est vrai que la semaine dernière, SFR a perdu 7%, eh bien techniquement, il n'y a aucun dommage pour le moment suite à cette correction. Alors, vous voyez le graphique donc de SFR et cette progression donc haussière depuis le mois de décembre. Progression haussière bien construite avec une consolidation qui a débouché sur une accélération haussière. Et vous le voyez, je vais zoomer. Alors, ce n'est pas sur ce chart que je vais zoomer, c'est sur le suivant. Voilà, donc ces 7%, ils sont là. Vous voyez, cette dépréciation de 7% la semaine dernière, elle est ici. Et vous le voyez, on est revenu pile poil sur la borne haute de la zone de consolidation précédente. C'est un niveau de polarité, c'est-à-dire que c'est une zone de résistance qui devient potentiellement support. En l'occurrence, sur SFR, c'est un support avéré, puisque regardez, on a eu effectivement le test vraiment au centime près de cette zone de résistance devenue support, et un marché maintenant qui, depuis 48 heures, rebondit. Nous avons là aussi deux moyennes mobiles 50 et 100 périodes qui sont parfaitement alignées, qui progressent de manière non exagérée, dont la distance reste la même, autrement dit un marché qui est peu volatile et qui progresse donc à la hausse et qui par conséquent, sur ce niveau de résistance devenu support, pourrait à nouveau reprendre le chemin de la hausse. Il ne faut pas que SFR rompe ce niveau de soutien à 29,60 € parce que là, pour le coup, cela signalerait que la polarité n'a pas fonctionné et qu'on repart en consolidation, c'est-à-dire qu'on pourrait aller tester du coup les 27,80. Donc, on a un timing sur SFR pour accompagner donc ce mouvement qui est haussier. Là aussi, on n'a pas de figure de retournement, on n'a pas de signe manifeste d'épuisement et par conséquent, on s'inscrit dans ce mouvement d'appréciation. On accompagne la tendance et par conséquent, pour le faire, j'ai choisi un turbo call infini de code OF19B. Le turbo call infini OF19B qui vous permet d'accompagner le titre à la hausse avec une barrière désactivante à 21,03 €. Un levier encore plus faible que les précédents produits qui se situe à 2,83 €. Vous pouviez acheter le produit 1,08 € pièce ce matin lorsque SFR cotait 30,57 €. On en a fini avec les tops et les flops. On enchaîne vers la prochaine rubrique, c'est la rubrique Focus. Gérard, la reprise économique est-elle prévue pour 2017 ? Alors, peut-être à la grande surprise de beaucoup d'Européens, sûrement de beaucoup de Français, 2017 pourrait être la troisième année de croissance économique de niveau relativement limité, mais quand même de croissance économique en Europe. À la fois parce que les risques politiques qui empêchaient une partie des investisseurs hors zone euro de venir sur les actions, les obligations européennes, on l'a vu, sont en grande partie levés. Même si on reviendra sur le risque politique français, l'élection présidentielle c'est à 4 tours, hein, on a encore deux tours de législatives, mais en tout état de cause, le risque politique a l'air de s'être beaucoup affaibli. Et j'ajouterais que comme signal avant-coureur d'une croissance économique, il faut regarder les indices boursiers.
Et quand les indices boursiers qui ne souffrent plus de risques politiques se redressent, lorsque par exemple les indices boursiers européens attirent à nouveau des capitaux internationaux, finalement bénéficient de bonnes anticipations sur une croissance économique, une amélioration des résultats et sont beaucoup moins chers au niveau des actions que les actions américaines, il n'y a pas de raison de bouder son plaisir. Les indices boursiers nous annoncent eux aussi, à leur manière, à leur façon, que la croissance économique est toujours au rendez-vous. Aux États-Unis, le cycle de croissance économique dure depuis 8 ans. C'est le 3e plus long cycle de l'histoire économique américaine. Alors, il n'y a pas de raison que les records ne soient pas faits pour être battus, là encore. Mais 8 ans, c'est quand même long. Et donc, il va être un petit peu difficile de maintenir la pression au niveau de l'activité économique, même si le président Trump essaye de mettre en application ses promesses de campagne. On peut simplement rappeler que le rebond du prix du pétrole, à la suite finalement de l'accord OPEP-Russie, est aussi favorable au secteur pétrolier américain et que pour l'investissement, qui est un des moteurs importants dans la croissance économique américaine, eh bien, on a là une sorte de relais qui pourrait permettre encore à l'activité économique de rester au top pendant encore quelques semestres et donc à cette croissance économique de se prolonger au-delà des 8 ans, de 20, peut-être 10 ans. Tout est possible en la matière, d'autant plus, on le verra tout à l'heure, que la confiance des ménages et peut-être la consommation des ménages reste aussi d'actualité. Merci Gérard. Laurent nous propose une analyse justement donc, de l'indice CAC 40. Effectivement Mathieu, un CAC 40 qui reste robuste. À défaut d'être véloce, il tient ses supports. C'est vrai qu'il n'accélère plus, c'est vrai qu'il est en consolidation, vous le voyez, sur ce niveau entre 5259 et 5442. Il prend son temps, le CAC 40, mais on ne peut que constater l'absence de pression vendeuse sur ces niveaux depuis maintenant 15 jours. Alors, la semaine dernière, nous étions ici et j'avais dit peut-être que certains d'entre vous seront mal à l'aise pour payer le CAC 40 sur ces niveaux. C'est vrai qu'il semblait un petit peu en lévitation, sans accélérer. Pourtant, il n'y avait pas de pression vendeuse. Elle est venue, mais elle a été très brève. C'est-à-dire qu'on est venu tester la borne haute et encore, on n'est même pas allé vraiment chercher la borne haute du gap haussier. Le marché a clairement répondu présent. La mèche basse en témoigne ici. Et on a maintenant un CAC qui reprend donc le chemin de la hausse. Alors, on n'est toujours pas sorti de consolidation. C'est ce qui prévaut pour le moment sur le CAC 40. Il faudra effectivement avoir un dépassement de ce précédent sommet à 5442 points pour avoir une nouvelle confirmation de la tendance. Peut-être que ce dépassement ne viendra pas. On ne sait pas encore exactement comment les opérateurs vont se positionner avant les législatives. Il faut remarquer qu'aux États-Unis, on a des indices qui patinent. Alors c'est vrai qu'on a un Nasdaq qui caracole en tête, mais il est vraiment tout seul. Quand on regarde les small caps sur le Russell 2000 et le S&P, on n'arrive absolument plus à dépasser les résistances. Donc on est bien en consolidation, mais pas de pression vendeuse pour le moment. Donc on va choisir un produit pour se positionner à l'achat, même si la cible, elle est petite, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que quand on va retourner sur 5442, c'est là que les vrais arbitrages vont se faire et que pour continuer de payer et franchir, il faudra qu'il y ait de nouveau un catalyseur qui montre qu'il y a du potentiel haussier encore sur le CAC et les indices européens dans leur ensemble. Pour le moment, et pour conclure, on voit que on est malgré tout sur un marché qui progresse de manière linéaire. Là encore, cette semaine, je vous ai mis beaucoup de moyennes mobiles 50 et 100 parce que ça montre que malgré tout le bruit qu'on peut entendre dans les médias, on est sur des marchés dans l'ensemble qui tiennent bien et qui continuent pour le moment de progresser comme ils l'ont fait ces derniers mois. Donc une 50 et une 100 qui sont bien alignées, qui continuent de progresser à la hausse. On paye le CAC 40, on va avoir cette semaine un objectif très modeste, mais en tout cas pour le moment pas de raison de vendre cet indice parisien. Donc la recommandation c'est un turbo call, vous l'avez compris, de code TY68B. Il ne faut pas, et ça sera juste mon dernier mot, il ne faut pas
casser ce niveau. Vous voyez, la semaine dernière, on avait déjà parlé de 5259. On l'a cassé, on l'a tout de suite réintégré. Il ne faut pas repartir à la baisse et clôturer sous ce niveau parce que là, pour le coup, ça voudrait dire qu'on a une consolidation qui va durer plus. Pour le moment, ce n'est pas ce qu'on voit, donc on paye. Soit on paye tout de suite et on vise 5442 et puis 5333, soit on attend un petit peu. À noter qu'on a eu des bons chiffres ce matin en zone euro, donc on peut avoir une continuation de cette accélération. Attendre, ça vous fait prendre le risque de ne pas monter dans le train. En tout cas, voilà, tactiquement, il faudra choisir la façon d'approcher ce marché, mais on le paye et on choisit, je le répète, donc un turbo call de code TY78B. Donc le Turbo Call TY78B qui avait déjà été proposé par Laurent la semaine dernière. On le garde. On le garde. Un prix d'exercice et une barrière à 5200. Cette fois-ci, le produit a une échéance. Elle est en septembre 2017. Le levier est important. Il est légèrement sous les 36 et vous pouviez acheter ce produit ce matin à 1,28 €, prix unitaire. On continue, Gérard, avec le focus, avec ce fameux risque politique dont on a parlé en début d'émission. Oui, on va proroger finalement ce que Laurent nous suggère, parce que moi je suis prêt à prendre les paris que les Français étant extrêmement loyalistes, ils donneront une majorité au président qu'ils ont élu, donc au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et malgré les difficultés, j'allais dire malgré la jeunesse ou le fait que beaucoup de candidats du groupe présidentiel La République En Marche sont peu professionnels, justement, la mode du dégagisme pourrait leur être tout à fait favorable. Et je pense que les marchés financiers pourraient très bien anticiper une majorité, mais on verra, laissons encore du temps au temps, après ces deux tours des législatives. Et donc les marchés pourraient s'en trouver d'autant plus tirés vers le haut, à condition qu'aux États-Unis, le risque politique ne fasse pas encore un peu d'explosion. Et je n'ai pas résisté à la tentation de vous montrer cette une du Time où on voit tout simplement la Maison Blanche en train de changer de couleur et de devenir un petit peu le Kremlin. Et je crois que c'est le symbole de ce qui se passe, le risque russe ou le risque de scandale politique qui est en train d'entacher la réputation de la Maison Blanche en ce moment. Merci Gérard. On enchaîne avec la dernière rubrique de notre émission, la rubrique à ne pas manquer. Gérard, que faudra-t-il suivre la semaine prochaine, cette semaine finalement? Eh bien, les banquiers centraux vont prendre de longs week-ends ou de courtes vacances, comme on voudra, donc il n'y a pas vraiment de réunion prévue. Par contre, les statistiques sont relativement nombreuses et intéressantes, à la fois sur l'évolution du PIB au trimestre 1 aux États-Unis et puis dans certains pays européens. Donc on surveillera ce qui se passe en Allemagne, en Espagne, mais aussi bien entendu au Royaume-Uni. Et puis on a un indice que moi j'aime beaucoup, que je suis avec beaucoup d'intérêt aux États-Unis, qui est l'indice de confiance des consommateurs de Michigan, qui est un indice très bien corrélé avec la consommation des ménages. Donc je rappellerai que c'est quand même le moteur principal de la croissance économique. Si elle doit perdurer, il faut que cette consommation des ménages continue aux États-Unis. Et puis bien en France, on aura aussi les chiffres sur les demandeurs d'emploi. Et en Allemagne, l'indice IFO, qui est l'indice qui tient compte de la quasi-totalité des secteurs allemands, à l'exception de la finance et de la banque. Merci Gérard, merci Laurent, à tous les deux pour vos analyses. C'est malheureusement la fin de notre émission. Je le rappelle, pas de webinaire cette semaine, pas de revue technique des marchés. Pardon. Le prochain sera jeudi 1er juin avec Laurent et Falco. En revanche, vous retrouverez également Falco mardi 30 mai. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Soyez prudents avec vos investissements. N'oubliez pas que les produits sont risqués et vous pouvez perdre le capital investi. Merci à tous les deux encore une fois. Merci Mathieu. Merci Gérard. Mathieu. Merci Laurent. À bientôt. Bonne semaine Au revoir. à tous.